Mesdames et Messieurs, nous vous annonçons l'entrée en salle des membres du gouvernement pour lesquels cette cérémonie est placée sous leur autorité. Monsieur Bruno Jean-Charles Toit, accompagné de Madame la ministre de la Santé et de la Population, Madame Jacqueline Didier-Nicolo. Cette cérémonie aura deux temps, l'ouverture officielle et le déroulement des travaux. Pour l'ouverture de cette cérémonie, nous allons suivre tour à tour le mot de circonstance. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Madame la ministre de la Santé et de la Population, Monsieur le recteur de l'Université Marin Ngouabi, chers invités en haut grade et qualité, chers congressistes, Mesdames et Messieurs, l'honneur m'échoit de vous rappeler que nous sommes réunis dans cet hémicycle pour la tenue du 7e symposium brazzavillien de carcinologie, 5 ans après celui tenu à Dolisie dans le sud-est du Congo. D'ordinaire, organisé tous les 4 ans, ce dernier a connu un an de retard dû du fait des contraintes indépendantes de notre volonté. Monsieur le ministre, Madame la ministre congressiste, je voudrais ici, avant de dérouler de mon propos, remercier tous nos hôtes qui ont fait des déplacements de la France, de la Belgique, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée-Conakry, du Gabon, du Cameroun et de la RDC. Chers frères et sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à Brazzaville, capitale d'arrivée du Congo. Comme on le dit à Kin, on ne va pas dire Kinshasa et à Brazzaville, Mbote Nabini. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement supérieur, Madame la ministre de la Santé et de la Population, chers invités, chers congressistes, Mesdames et Messieurs, le thème de ce 7e symposium est intitulé « Problématique de la prise en charge du cancer en Afrique ». En effet, pendant que les politiques de lutte contre le cancer instituées en Occident améliorent considérablement le pronostic de cette affection, l'Afrique reste marquée par une mortalité par cancer sans précédent. Pour 600 000 nouveaux cas de cancer, 500 000 en meurent chaque année, selon les données de l'OMS. Cette mortalité est la conséquence des difficultés liées à la prise en charge de ce fléau, justifiant ainsi le choix de notre thème. Monsieur le ministre, Madame la ministre, alors que nous aspirions, grâce au progrès de la médecine, à la transition épidémiologique entre les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles, le cancer demeure chez nous un véritable problème de santé publique. Rappelons-nous que nous pouvons le vaincre. Notre ami Adam Ali disait, il nous revient à nous de déconstruire ce mythe qui veut que le cancer ne soit pas un problème en Afrique, alors qu'il est réellement un problème de santé publique. Dans cette optique, ce 7e symposium vient à point nommé pour faire le point sur la situation de cette maladie en Afrique, afin de définir une stratégie commune à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre cette pathologie grave. Cette stratégie de prise en charge devrait avoir pour socle la maîtrise des différents maillons de la chaîne de prise en charge des cancers, à savoir la prévention, le dépistage, le diagnostic précoce, le traitement, la surveillance et l'accompagnement. Je dis encore l'accompagnement, parce que pour nos malades arrivent à des stades avancés de la maladie et le plus souvent ne relèvent plus d'aucun traitement. L'organisation du circuit du malade semble être un élément déterminant dans la prise en charge précoce des malades, car ceux-ci sont le plus souvent vus à des stades avancés de la maladie. Cet état de fait, associé au coût élevé des bilans des traitements, nous empêche de nous arriver à la modernité, encore moins à l'innovation. Aussi, pour accroître la capacité de prise en charge des cancers dans notre pays, il est indispensable d'avoir des engagements politiques volontaristes. Monsieur le ministre, Madame la ministre,
il nous faut mettre en place un programme national de lutte contre le cancer qui aura pour mission, premièrement, former le personnel de santé au dépistage pour la prise en charge thérapeutique précoce, facteur essentiel de guérison ou de meilleur pronostic, mais aussi à l'accompagnement des malades et de leurs familles en fin de vie. Deuxièmement, améliorer les moyens de diagnostic et de traitement en développant les services de cancérologie sur la base de soins, d'imagerie médicale, de radiothérapie, de médecine nucléaire et de biopathologie. On a parlé d'immunohistochimie hier. Aujourd'hui, le cancérologue ne peut plus travailler sans immunohistochimie. Pour permettre, et premièrement permettre l'accès au traitement par une couverture sanitaire et sociale généralisée à l'ensemble de la population. Madame la ministre, vous avez commencé le travail. En fait, développer une politique de prévention par les vaccinations contre le virus de l'hépatite B et le virus du papillome humain. Chers amis, chers collègues, il nous faut identifier des schémas thérapeutiques adaptés à notre contexte socio-économique. Pour ce faire, nous devrions mettre en place des essais thérapeutiques multicentriques. Je vous exhorte à prendre le taureau par les cornes et commencer à initier des protocoles de recherche dès maintenant. Nous avons toujours souhaité, mais il nous a toujours manqué la volonté de le faire. Plusieurs réunions scientifiques ont certes été organisées avec diverses recommandations, mais aucune avancée significative n'a été notée. Il nous revient donc, au sortir de cette réunion scientifique, de mutualiser nos compétences et de définir de façon courageuse un itinéraire objectif et adapté à nos contraintes, ce afin de pouvoir améliorer nos résultats. Monsieur le ministre, Madame la ministre, nous avons dans la salle une trentaine de nos collègues venus de Kinshasa. Nous sommes les deux capitaines au monde des plus rapprochés. Malheureusement, nous ne sommes pas ensemble. Le moment est arrivé pour que nous mettions ensemble ce que moi j'appelle la société des deux Congos de pathologie tumorale. Au sortir de cette réunion, un groupe de travail sera mis en place pour réfléchir et définir les TDR parce qu'il est important pour nous, pour le circuit de nos jeunes étudiants, pour le circuit de nos jeunes médecins, qu'il y ait cet échange pour que nous avancions ensemble. Il n'est pas normal que quand on parle de la cancérologie, la Brazzaville, on n'en parle pas à Kinshasa. Je voulais rappeler à tous que le corps doctoral de Brazzaville forme depuis une vingtaine d'années les cancérologues. Quasi tous les cancérologues de l'Afrique au sud Sahara sont issus de cette école. Et je voudrais à cette occasion remercier le professeur Dombé, notre maître, qui a eu la courageuse idée de lancer cette école. Cher maître, je vous remercie pour ça. Enfin, pour terminer, je voudrais, au nom de l'équipe de cancérologie du Congo, vous dire combien nous sommes honorés par votre présence. Carmine, Baneko, le staff de la ville. Je vous remercie. Madame la ministre de la Santé et de la Population, très chers collègues, Monsieur le recteur de l'Université Mariam-Wadi, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations internationales, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les chefs d'établissement, chefs d'établissement adjoints, Monsieur le Président du comité d'organisation, je devrais dire Messieurs les présidents des comités d'organisation, éminents professeurs, éminents chercheurs, très chers étudiants, doctorants, distingués invités, sous protocole respecté, Mesdames et Messieurs. L'opportunité m'est donnée pour la troisième fois en moins de 2 mois de m'adresser aux professionnels de la santé de notre pays. Ces différentes assises qui ont été organisées avec la forte implication de notre alma mater, l'Université Mariam-Wadi, ont porté successivement sur la santé humaine et la biologie moléculaire, des sciences biomédicales et aujourd'hui sur la carcinologie. Elles ont, comme on peut le constater, pour point commun, pour fil d'Ariane, la santé, ou mieux, la bonne santé du patient congolais et du patient africain. La dynamique dans laquelle s'inscrivent
Toutes ces initiatives procèdent de la recherche permanente, de l'amélioration des compétences, de l'expertise et de la qualification de nos spécialistes en santé en vue de leur permettre de répondre de la façon la plus idoine aux problématiques de la santé, à leurs évolutions, à leur nécessaire adaptation aux progrès techniques et technologiques. Il est heureux que la lutte contre le cancer soit placée à travers les présentes assises au cœur de ces démarches. Ce faisant, les professionnels en santé s'inscrivent parfaitement dans la volonté et l'ambition du président Denis Sassou Nguesso, affirmé et décliné avec force dans son programme de société, la marche vers le développement, de doter notre pays d'un système de santé performant et d'un capital humain de qualité, tel qu'en témoignent les efforts impressionnants accomplis concomitamment en matière d'infrastructure et de formation dans le domaine de la santé. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour le profane comme moi, pour le commun des mortels, et dans l'imaginaire populaire non averti ou peu averti, le cancer traîne dans son sillage autant de mystères que de terreurs, autant d'interrogations que de craintes. Le cancer symbolise souvent le summum du risque médical, de la résistance à l'intelligence et à la médecine. Après avoir été longtemps considéré comme une maladie réservée à l'Occident, si ce n'est pas une maladie réservée à la race blanche, puis comme la maladie des plus âgés, donc du troisième âge, il apparaît malheureusement de plus en plus que le cancer frappe aussi les plus jeunes et même les très jeunes, surtout en Afrique, avec une foudroyance de la maladie beaucoup plus forte d'ailleurs chez les plus jeunes que chez les plus âgés, ajoutant ainsi de nouveaux paradoxes et mystères à la maladie. De notre pays, nous connaissons l'histoire de Kalissa Itama, brillante et jeune écrivain dès l'âge de 13 ans, touché par la maladie à 15 ans. Son histoire tragique a donné l'occasion à ses parents et à beaucoup d'autres de créer une fondation qui est aujourd'hui l'un des grands artisans de la société civile de la lutte contre le cancer. Si sa tragédie a pu servir à cela, alors peut-être que nous devrions tous nous inscrire dans cette dynamique, et je voudrais, à titre personnel, et avec douleur ajouter que comme si ça ne suffisait pas, à titre personnel, j'ai été moi-même frappé dans mon intimité par la maladie. Il y a un an, en effet, j'ai perdu une fille de 25 ans, brillantissime, fauchée aussi par la maladie. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher d'ajouter ma voix à toutes celles qui m'ont précédé, pour remercier et féliciter le président de la République pour la clairvoyance de sa vision en matière de santé. Remercier Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, pour son engagement permanent et sa disponibilité pour toutes les causes qui touchent directement et de près à l'homme, à la femme et à l'enfant. Je manquerais à un devoir agréable, mais un devoir certain, si je n'exprimais pas également ma gratitude envers tous ceux qui, de près ou de loin, et je voudrais citer en particulier M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la ministre de la Santé et de la Population, M. le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, tous les deux co-organisateurs avec votre modeste serviteur de la présente semaine scientifique. Je voudrais citer également la GIAM, la Société savante congolaise, du domaine de la santé, mais aussi et surtout toutes les ONG et la société civile mobilisées autour de la lutte contre le cancer dans notre pays et que j'ai eu le plaisir de découvrir dans toute sa dimension hier à l'occasion de la réunion consacrée au plaidoyer de la lutte contre le cancer sous l'autorité de Madame l'épouse du chef de l'État, qui trouve ici toutes mes félicitations sincères. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi de présider la cérémonie d'ouverture
du 7e symposium Bras à Vivre de cancérologie, dont le thème est la problématique de prise en charge des cancers en Afrique. Ce thème constitue à lui seul tout un programme ambitieux d'échange, de partage, de confrontation d'idées, d'analyse, de prospection, d'exploration de voies d'avenir, et je l'espère, un puissant outil d'aide à la décision au bénéfice des pouvoirs publics que nous sommes. Vous avez voulu, mesdames et messieurs, partager ce moment important avec d'éminents professeurs et chercheurs venus d'ailleurs. Vous l'avez dit, professeur. Permettez-moi à ce stade de saluer et de souhaiter à mon tour la bienvenue à toutes ces éminences grises qui ont accepté d'effectuer les déplacements de Brazzaville et de rehausser ainsi de leur présence les assises de ce symposium. Moi aussi, je sais dire Mbotenavina. Mais pour dire bienvenue, je peux ajouter voyez madame. Votre présence à ce symposium témoigne, mesdames et messieurs les médecins, professeurs et chercheurs, de l'ambition des organisateurs de ce symposium, d'en fait un moment historique qui constituera une étape importante dans les avancées qui restent à accomplir dans la lutte contre le cancer. Distingués invités, mesdames et messieurs, selon les spécialistes, il y en a beaucoup aussi, les populations africaines restent encore insuffisamment informées du cancer, ou plutôt des cancers. Toujours selon les spécialistes, la prévention insuffisante, la détection tardive, due sans doute à l'information insuffisante évoquée précédemment, ainsi que les coûts onéreux des traitements sans aucun doute au cœur des causes de la forte augmentation du cancer dans nos pays. En effet, le rapport du registre des cancers en ce qui concerne le Congo indique que 614 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés au cours de l'année 2012, alors que dans le courant des années 2011 et 2010, le nombre de nouveaux cas de cancer était inférieur à 500, soit une augmentation de l'ordre de 20% en 2 ou 3 ans. C'est donc le lieu de rappeler la place que la recherche médicale doit occuper dans la lutte contre la maladie, qu'elle soit fondamentale, ou appliquée, ou de développement, qu'elle se consacre aux innovations liées notamment à l'utilisation des technologies numériques, entre autres pour assurer une meilleure information de nos opinions nationales, pour mieux sensibiliser les pouvoirs publics, ou pour permettre un meilleur suivi des patients atteints de la maladie, peu importe. Il est primordial que la recherche soit au cœur de tous les programmes nationaux ou internationaux de lutte contre le cancer. Il est important qu'elle soit inclusive, fédératrice, transversale, qu'elle soit l'occasion de consolider les réseaux de toutes les compétences, de toutes les expertises, de toutes les sensibilités, de tous les acteurs, à travers des partenariats adéquats autour de l'objectif commun de la réduction drastique de la morbidité et de la mortalité due au cancer dans nos pays, notamment en milieu infantile. Je voudrais me réjouir d'avoir participé, peu ou prou, à ce qu'à la tête de la recherche médicale de notre pays se trouve placé très justement le professeur Gombe Balawa, vous l'avez dit, votre nom. C'est pourquoi je me félicite et je vous félicite de l'ambition que vous affichez clairement, d'ores et déjà, de voir mis en place dans tous nos pays des programmes nationaux de lutte contre le cancer. Il faudra, bien entendu, les consolider ou les intégrer au niveau sous-régional et continental. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'est avec beaucoup d'intérêt et avec impatience qu'avec mes deux collègues, la ministre de la Santé et de la Population, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, et au-delà, avec l'ensemble du gouvernement congolais, avec à sa tête M. le Premier ministre, mais aussi avec l'épouse du chef de l'État, marraine de la présente semaine scientifique, et encore au-delà, avec son tendre cher époux, M. le Président de la République,
C'est avec intérêt et impatience donc que nous attendons les résultats de vos travaux de la 7e édition du Symposium mondial de cancérologie, travaux que sur ces mots d'espoir et de confiance, je déclare ouverts. Vive l'Afrique unie dans la science, vive le Congo. Je vous remercie pour votre aimable, bienveillante et patiente attention. Encore. Nous allons commencer cette session par une conférence. La conférence est intitulée Chirurgie végétale sur les hépatocarcinomes. Elle sera donnée par le docteur Thierry Nanga. Il est là, docteur Thierry Nanga. Mesdames et Messieurs de la Santé, Monsieur le recteur de l'Académie Marianne Wadi, chers confrères, je voudrais remercier en particulier les organisateurs d'avoir donné l'opportunité de faire cette conférence inaugurale ce matin. Je crois qu'un des rôles que nous avons, nous, anciens, est de transmettre un message positif pour les jeunes et leur dire ce que nous avons fait pour arriver au stade où nous sommes, et leur dire que s'ils sont motivés, qu'ils aller encore plus loin et repousser les limites de la médecine. C'est pour ça que je ferai un bref retour sur mon très court parcours. Je suis chirurgien général, spécialisé en transplantation d'organes. J'ai créé le premier programme de greffe de foie chez l'enfant en France, ça n'existait pas, on envoyait les enfants en Belgique. Et c'est à l'Italie, à Paris, on fait actuellement 40 greffes de foie par an. Et à Nice, je suis le chef du service de transplantation rénale. Et j'ai créé le programme de greffe multiviscérale, qui est il y en a deux en France, à Beaujon, à Paris, et celui que j'ai créé à Nice, et j'en suis le responsable. Voilà la greffe multiviscérale, on greffe quasiment tous les organes qu'il y a dans le domaine. Et vous avez ici les derniers malades que nous avons faits, chez lesquels nous avons greffé 5 organes, dont le foie, je pense que c'est la flèche que je ne retiens pas. Vous la voyez? Voilà. Je ne sais pas, je ne vois pas la flèche. C'est pas grave. Donc, il y a les 5 organes, le foie, l'estomac, le pancréas, le côlon, et également l'intestin. Et vous voyez ici l'ambiance. Alors là, vous voyez le foie, pour ceux qui connaissent un peu, le foie est là, l'estomac est là, la rate, le pancréas est caché derrière le côlon, et l'intestin est là. Il a survécu. Et vous voyez ici l'ambiance, pour vous dire combien ça intéresse la transplantation. Et ça sera le sujet également de la conférence ce matin. Alors, quand on revient au carcinome hépatocellulaire, qu'on appelle également hépatocarcinome, et je vais utiliser un différent l'un ou l'autre terme, c'est le 5e cancer du traitement. Vous voyez que vous avez pour le dire comment tout à l'heure, c'est la deuxième cause de cancer, de décès par cancer dans le monde, et il y a 600 000 décès par an. C'est énorme. Ce cancer touche essentiellement les personnes qui ont une cirrhose, vous voyez, pas de 80% du cas, mais on peut également l'avoir lorsqu'on a une maladie chronique du foie, qui n'est pas une cirrhose, et c'est exceptionnel en revanche sur un foie sain. Tout à l'heure, M. le ministre de l'Enseignement supérieur a parlé de la forte augmentation de l'incidence du cancer. C'est essentiellement lié à 3 choses. L'hépatocarcinome est beaucoup plus souvent reconnu, parce que les techniques de diagnostic sont étrangères, parce qu'on prend mieux en charge les complications de la cirrhose, et aussi parce que nous avons de plus en plus de malades qui souffrent de VHC. Alors, on va essayer, pendant toute la présentation, de répondre simplement à des questions précises pour pouvoir aider le jeune confrère à mieux savoir comment prendre en charge les malades qui peuvent venir pour les hépatocarcinome. Qui sont les malades qu'il faut dépister? C'est l'enjeu majeur. Parce que si on dépiste tôt, et tout à l'heure vous avez entendu les 2 interventions précédentes, on donne une chance de guérison. Donc l'enjeu ici, c'est dépister tôt et traiter tôt. Alors, qui doit-on dépister? Il faut d'abord connaître les facteurs de risque. Chez la vie, ceux qui sont avec le cancer, ce sont ceux essentiellement qui ont une cirrhose. Vous voyez également que ce sont des malades qui ont une maladie chronique du foie, d'hépatite B, mais il n'y a pas de cirrhose. Les autres facteurs de risque sont beaucoup moins importants. Chez l'enfant,
Le cancer des vaisseaux carcinaux est rare. En revanche, dans certaines populations, des enfants qui ont une maladie congénitale, comme l'anomalie immobilière, le syndrome d'allergie, la cholestase hepatique progressive et la thyroïdémie, là, il y a un risque très élevé de cancer. Là, il y a une particularité au Canada, en particulier dans la région de Montréal, c'est là qu'il y a la proportion la plus importante de thyroïdémie au monde. Vous voyez qu'avant l'âge de 2 ans, 33% des enfants ont déjà le cancer du foie. Ça n'est pas de pertinent. Il y a actuellement un traitement qui permet de réduire de façon très importante le MPTC, qui permet de réduire de façon significative le taux de carcinome hépatocellulaire chez l'enfant. Mais il y a également des enfants qui ont le cirrhose du foie et qui sont bien sûr pas prédisposés à avoir un carcinome hépatocellulaire. Maintenant, chez les malades qui ont une hépatite chronique B sans cirrhose, donc une maladie chronique du foie sans cirrhose, le risque est également élevé, plus de 100 fois le risque de cancer chez eux par rapport aux personnes en infectées. Ce qui est très intéressant aussi à savoir et à retenir, c'est que ce risque existe même lorsque le statut rééducatif est négatif. Le malade ne retrouve plus, mais le risque de cancer est toujours présent. Ce risque persiste également au cas de perte de l'oxygène HVS. Et ceci, le dernier point est très important. Il faut absolument qu'on s'en souvienne, et ça fera, je pense, partie des éléments dont il faudrait discuter lorsqu'on est français des programmes de recherche chez nous. L'Africain, sur l'hépatite B chronique, fait le cancer du foie beaucoup plus rapidement que l'Européen. Ça ne faut pas dire. Dès l'âge de 20 ans, le risque est élevé. Et ça va évidemment influer sur la mise en place des programmes de dépistage. Et ça, il faut le savoir. Ce n'est pas la même chose dans les autres populations, on en parlera un peu plus tard. Maintenant, chez le malade de l'hépatite B chronique, quand faut-il le dépister? Et ça répond à la question que je viens de poser. Chez l'asiatique, le risque, c'est à partir de 40 ans chez l'homme, de 50 ans chez la femme, et chez l'Africain à partir de 20 ans. Donc, si on sait qu'un Africain a une hépatite B chronique, eh bien, à partir de 20 ans, dès l'âge de 20 ans, il faut commencer à mettre en place des programmes de dépistage. Chez le caucasien, vous voyez que, ou le blanc, si on veut, vous voyez que là, c'est fonction d'un certain nombre de critères qui ne sont pas du tout les mêmes. Quelle cirrhose faut-il dépister? Là, c'est très simple, la réponse est toutes les cirrhoses. Maintenant, à quelle fréquence faut-il dépister ces cirrhoses? Le carcinome hépatocellulaire chez les malades qui ont une cirrhose ou une hépatite B chronique active. On tient compte de 2 paramètres. On sait que le but, c'est de détecter précocement la tumeur, donc avant qu'elle atteigne 3 cm. La deuxième chose que l'on recherche, que l'on sait maintenant, c'est que lorsque une tumeur est indétectable, elle peut devenir détectable, c'est-à-dire avoir 2 cm en 4 à 12 mois. D'où les schémas recommandés actuellement. La surveillance se fait à intervalles de 6 mois. Quels examens sont-ils utilisés pour dépister? Pas pour diagnostiquer, pour dépister. On va, elle synthétique 2 examens, l'échographie et la photoprotéine. Mais pas la photoprotéine seule. Il faut associer les deux tous les 6 mois. Maintenant, comment fait-on le diagnostic de carcinome hépatocellulaire? Eh bien, là, vous avez une tumeur qui a été diagnostiquée, qui fait au moins 2 cm, et vous avez un taux d'inflation qui est élevé à plus de 200 nanogrammes par millilitre. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin d'objectif. Vous avez besoin, dans les 2 examens, IRM ou scanner. Et si, sur un des 2 examens, vous avez un aspect typique, c'est représenté par ceci, autant ici c'est un scanner, autant artériel. Alors ça c'est la horte, ça c'est la veine cave inférieure, le malade est couché sur la table ici, la tête elle est de l'autre côté du mur, les pieds vers vous, vous avez la droite ici, la gauche là, et le foie c'est ceci. Voilà. Et ici vous avez la tumeur qui est autant artérielle, est blanche, hypervasculaire, et autant portale, la tumeur est lavée du produit de contraste, on dit que c'est le recharge. Ça, c'est l'examen typique. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de faire de biopsie. Le diagnostic de carcinome hépatocellulaire est connu. Ça, c'est l'aspect typique que l'on voit à l'IRM, où vous avez ici, on la voit, la tumeur, elle est là, voilà, autant artérielle, et elle est lavée, avec un cercle ici
un plus dense, eh bien, ça, autant portal, c'est le washout également IRM, asphétique. Dans ces cas-là, vous faites un seul examen, asphétique, le diagnostic écologique. En revanche, si la tumeur est comprise dans 1 et 2 cm, il faut 2 examens radiologiques qui confirment l'image typique. Si l'image typique dont nous avons parlé, vous ne la retrouvez pas, il faut faire la biopsie. En sachant que la biopsie pour les petites tumeurs, le diagnostic est difficile, le professeur Moucassa va nous en dire quelque chose, c'est pas évident. En plus, faire une diagnostic histologique de carcinome cellulaire bien différencié sur une petite tumeur, ça fait extrêmement compliqué. Si la tumeur, elle fait moins de 1 cm, dans ces cas-là, il faut laisser le temps faire les choses, c'est-à-dire refaire les examens 6 mois après, et voir si entre-temps, il y a eu une augmentation du volume de la tumeur. Donc, pour résumer les choses, le patient est cirrhotique, vous avez fait l'échographie, la charge de protéines tous les 6 mois, la tumeur fait moins de 1 cm, on attend 6 mois, et on refait les examens. La tumeur fait 1 à 2 cm, elle est typique sur 2 imageries. Dans ces cas-là, c'est un carcinome hépatocellulaire. La tumeur est l'aspect atypique, il faut faire la biopsie en sachant que pour une petite tumeur comme ça, difficile de se prononcer réellement, il vaut mieux refaire les examens 3 mois après. Enfin, le nodule à plus de 2 cm, dans ces cas-là, assez typique sur une seule imagerie, ou à chaque de protéines supérieure à 200 nanogrammes par millilitre, c'est un hépatocarcinome. Il y a un doute à l'imagerie, eh bien, on fait la biopsie et on voit ceci. Le traitement du carcinome hépatocellulaire. Des messages très simples. Premier message, il faut apprécier la gravité de la cirrhose. On a dit que c'était dans plus de 80% des cas chez les malades et donc une cirrhose. La gravité de la cirrhose va permettre de choisir le traitement. Alors, vous connaissez le score des cas de feu, on va simplement garder 2 choses à l'esprit. La première, les malades qui ont mis le stade A, c'est-à-dire qu'on va rechercher tous ces paramètres-là, donner un score, et ce score-là va permettre de classer les malades en stade A, B et C. Et on va classer les stades A en cirrhose bien supportés, on dit compensés, et les stades B et C en cirrhose dit décompensés. Le message ici il est simple. Stade A, on peut proposer un traitement curatif autre que la transplantation. Stade B et C, on ne peut pas proposer un traitement curatif autre que la transplantation. Maintenant, ce traitement curatif, quel son type et à quel type de malade? On ne peut donc traiter de façon curative, c'est-à-dire guérir, que si on y est pris précocement. Et précocement veut dire que la cirrhose est compensée, il n'y a qu'une tumeur de moins de 5 cm, ou il y a moins de 3 tumeurs qui sont petites, moins de 3 cm. Dans ces cas-là, on peut proposer un traitement espéré qui va guérir le malade. Quels sont ces traitements? Il y en a 3 possibles. La chirurgie légère hépatique ou l'hépatectomie, les procédés de destruction percutanéenne et la transplantation hépatique. Et là, c'est très intéressant parce que vous voyez tout de suite qu'on revient dans la discussion tout à l'heure entamée par le ministre de l'enseignement supérieur, les moyens. Il n'y a pas de transplantation au Congo, on ne discutera pas de transplantation, sauf ceux qui ont les moyens d'aller sur un café étranger. Donc, on va discuter des autres possibilités ici au Congo, ce qui ne veut pas dire que les résultats seront forcément moindres. Mais vous voyez que tout de suite, on se situe dans les dimensions moyennes. Alors, l'hépatectomie curative, elle repose sur des bases anatomiques. On sait que le foie reçoit, il y a plusieurs parties dans le foie qu'on appelle des segments, et chaque segment reçoit du sang par cette veine, la veine porte, et ce sang part vers le cœur par la veine cave artérielle, ainsi, par ces veines qui sont des veines sous-hépatiques. Dès qu'on a compris ça, on s'est dit, on pouvait enlever les parties du foie sans compromettre le reste du foie. Mais quand il s'agit d'un cancer, il vaut mieux s'assurer que le malade est guéri. Donc on va faire ce qu'on appelle des hépatectomies majeures, c'est-à-dire enlever plusieurs segments à la fois. Et grossièrement, les hépatectomies majeures sont enlever la partie ici gauche du foie. Le repère extérieur, c'est un ligament, pour ceux qui sont déjà avec l'os opératoire, qui est situé sur le foie, qu'on appelle le ligament suspenseur.
Ce qui est à gauche, c'est le lobe gauche, ce qui est à droite, c'est le lobe droit. Quand on enlève une tumeur qui est située à gauche, on fait une lobectomie gauche la plupart du temps. À droite, on fera une lobectomie droite la plupart du temps. Mais on peut également prendre comme repère le fond de la vésicule biliaire qui est ici, l'implantation du ligament falciforme, on pratique une ligne qui correspond à cette veine, c'est la veine sous-hépatique médiane, et on a à ce moment-là, de ce côté-là le foie gauche, de ce côté-là le foie droit, donc on peut faire une hépatectomie gauche, une hépatectomie droite. Voilà les 4 résections hépatiques majeures. Alors, on se retrouve à ce moment-là confronté à un problème. Est-ce que je vais enlever trop de foie ou pas? Mais il faut répondre à cette question. Donc, 1, est-ce que le malade peut supporter l'intervention? 2, jusqu'où va la tumeur? 3, si j'enlève toute la tumeur, est-ce que je vais laisser suffisamment de foie ou pas? On sait que sur un foie sain, on peut laisser 25% du volume du foie. Sur un foie cirrhotique, on doit laisser pas moins de 50% du volume du foie. Donc, on va utiliser les repères que vous avez vus tout à l'heure, notamment pour décider de l'endroit où l'on va passer, à gauche ou à droite. Alors, on va devoir répondre à quelques questions. Quelle hépatectomie je vais faire? Je vais donc regarder quel vaisseau la tumeur va toucher. Donc, les rapports vasculaires pour enlever ces vaisseaux. Deuxièmement, est-ce que je peux guérir le malade? Il faut donc chercher toutes les situations où c'est trop tard. Les situations où c'est trop tard, ce sont les situations où il y a une atteinte des ganglions, des métastases, c'est-à-dire des localisations en dehors du foie lui-même, l'atteinte des vaisseaux ou l'atteinte de la convergence biliaire. Dans ce cas-là, on ne peut plus faire de chirurgie curative. Et la dernière question qu'il faut se poser, c'est si j'enlève cette partie-ci du foie, est-ce que je vais en laisser suffisamment pour que le malade survive? Et donc, bien déterminer le volume du futur foie restant. Et ça, on le fait en utilisant le scanner et l'IRM. Alors, pour résumer les choses, on va proposer un traitement chirurgical curatif chez un malade qui a une cirrhose du foie et qui est compensée, une tumeur qui est soit unique et de moins de 5 cm, ou moins de 3 tumeurs de moins de 3 cm. Et il n'y a pas d'hypertension portable. Les méthodes de section du foie, c'est anecdotique, il y en a plusieurs types, ça dépend de la richesse des centres, ça dépend, etc., de l'expérience des chirurgiens. Le message ici à retenir, c'est qu'il y en a beaucoup. Aucune n'a fait prouvé qu'il était supérieur à une autre. Tout ce que nous devons faire, nous, chirurgiens, c'est avoir une tranche de foie qui est parfaitement sèche, qui ne saigne pas de flux de vie également à ce niveau-là. Donc on va utiliser la coagulation, on va mettre de la colle, qui est en blanc, et on va rajouter une compresse hémostatique, solution chirurgicale pour le chlorosys. Les résultats des hépatectomies pour carcinome hépatocellulaire, tout ce que je vous demande de retenir, c'est ce qu'il y a ici, la survie, 40% à 5 ans, et plus important, la récidive tumorale, 60 à 80% à 5 ans. C'est beaucoup. Mais si on est en situation économiquement difficile, il vaut mieux avoir ça que rien du tout. Maintenant, ces récidives sont pour la plupart extra-hépatiques, 16% seulement dans le foie. Sinon, il y a également, il peut en avoir dedans et en dehors du foie. Dans les localisations extra-hépatiques, ce dont il faut se souvenir, c'est que les poumons et les os sont les principales localisations extra-hépatiques, ce qui veut dire qu'il faut faire une radio des poumons tous les 6 mois dans le suivi du malade. Maintenant, est-ce qu'il faut enlever ces récidives de cancer d'hépatocarcinome? Certains pensent que oui, mais les résultats, je vous le dis franchement, sont extrêmement mauvais. Et on ne va se lancer là-dedans que si c'est une tumeur qui est localisée, que s'il n'y a pas de risque pour le malade, je ne vois pas ici, voilà, s'il n'y a pas de risque pour le malade, et si on s'est assuré sur 2 examens en intervalle qu'il n'y a pas d'autre localisation. Maintenant, les procédés de destruction percutanéenne. Ça, c'est intéressant pour la clinique, également. Ces procédés, il y en a plusieurs. On peut injecter un liquide toxique dans la tumeur. On peut utiliser des moyens physiques de destruction un peu plus chauds
comme le laser, la thermorégulation, les ultrasons. On peut même utiliser le foie, la cryothérapie. Le principe pour l'injection de substances toxiques, ce qu'on appelle l'ablation tumorale chimique, on a injecté soit d'alcool absolu, soit d'acide acétique. Et ça, on le fait chez les malades, chez lesquels il y a une contre-indication chirurgicale, qui bien sûr sont Tchad A. Je vous ai donné tout à l'heure les critères de la chirurgie curative. Et vous voyez que les résultats ne sont pas bons non plus, ce sont les mêmes résultats que pour la chirurgie littéraire, le récidive à 5 ans est élevé. La radiofréquence est utilisée également en Europe. On va chauffer les cellules tumorales et les paralyser de cette façon-là, et éviter qu'elles se multiplient. Mais là, c'est pareil. Vous voyez, la chirurgie et la récidive sont comparables à la réduction. On arrive maintenant à la transplantation du foie. C'est réellement le seul traitement curatif du cancer. Mais il a évidemment un avantage énorme, on traite à la fois la maladie, la cirrhose, et on enlève le cancer. Mais ces indications sont limitées parce qu'il n'y a pas beaucoup de greffons dans le monde, d'une part, et puis c'est une technologie, c'est une technique qui n'est pas pour l'instant diffusée dans le monde entier. On peut vous dire que vous réussi, mais en Afrique, c'est vrai quasiment pas. Mais ça fera aussi peut-être partie des éléments de la discussion et de la réflexion. Pour voir. En tout cas, en Europe, on réserve ce traitement aux malades qui ont la meilleure espérance de vie. Alors, les indications de la graisse hépatique, ce sont celles que vous avez vues pour la chirurgie des IRS tout à l'heure, donc tumeur unique de moins de 5 cm ou moins 3 tumeurs de moins de 3 cm chacune, sans envahissement des régions. On ne va pas greffer, comme pour la résection, on ne touchera pas aux malades qui ont des métastases, aux malades qui ont des invasions bronchiolaires, des invasions vasculaires portales. On ne va pas y toucher. Maintenant, la greffe elle-même, d'où viennent les organes? Pour les cancers, on va prendre des organes chez les personnes qui sont en état de mort cérébrale. On va prélever de la façon suivante. Le malade est couché sur la table d'opération, on fait une incision entre le manubrium sternal ici et la symphyse pubienne, et une incision transversale au-dessus du nombril. Et vous voyez qu'ici, on a 4 pans musculaires qu'on va récliner comme ça pour pouvoir avoir un ventre ouvert comme un livre. Et là, le principe est très simple. On va isoler les gros vaisseaux qui emmènent le sang aux organes à l'intérieur de l'abdomen. On va ensuite mettre dans ce gros vaisseau, qui est ici la hanche, on va mettre ici une canule. Cette canule va servir à laver tous les organes intra-abdominaux du sang qu'il y a dans ces organes-là. On va refroidir ces organes, et la solution utilisée est assez spéciale. Ce sont des solutions de conservation fabriquées spécialement pour ça. On va arrêter en haut la circulation à l'entrée de l'abdomen, sur la hanche, on a un clot, on arrête donc la circulation, on envoie le liquide de la vache, on lave complètement l'abdomen. Il faut séparer les organes intrathoraciques des organes intra-abdominaux, en mettant aussi un flanc sur la veine cave inférieure, donc tout le sang de la partie inférieure du torse qui remonte vers le cœur ne peut plus remonter, sinon on va arrêter le cœur en haut, on le chirurgien cardiaque, et utilise une autre solution de conservation. Donc, si on reste en état, tous les organes abdominaux vont gonfler, à un moment donné, exploser. Pour éviter ça, on va mettre une canule dite de décharge dans la veine cave inférieure qui va recueillir le liquide de la vache, et c'est ce que vous voyez maintenant. Voilà. Canule ici de la vache, canule pour récupérer le liquide de la vache. Et vous voyez donc l'intervention, avec ici, on a replié les bords musculaires, vous voyez ici le foie, le côlon, donc le crâne. Ici, c'est le côlon transverse. On va commencer par ouvrir, à droite ici, récliner tout l'intestin à la gauche pour aller trouver les gros vaisseaux. C'est ce que vous voyez là, avec le côlon qui est donc ramené de l'autre côté, si vous avez l'appendice. Ici, la vésicule biliaire le foie, on va récliner tout ça là-bas et se retrouver avec la veine cave inférieure, la hanche, et on va mettre les canules, on va aller plus loin. Voilà, on va mettre les canules donc dans la hanche, une canule dans la hanche, une canule dans la veine cave inférieure. On va arrêter la circulation juste sous le diaphragme qui est ici. On met le clan, on le mettra en tour de la hanche, on mettra le clan aussi pour arrêter l'arrivée du sang de la hanche. On va laver la voie biliaire, là je n'entends pas dans les détails.
Voilà, les canuts sont posés et on envoie la solution de refroidissement, la solution qui va remplacer le sang dans les organes abdominaux et on majeure le froid en mettant de la glace dans l'abdomen. Et à ce moment-là, vous voyez par exemple ici, on a fait un prélèvement des organes abdominaux et du cœur, c'est le même principe au niveau du cœur. Et à la fin de l'intervention, qui dure 4 à 6 heures le prélèvement, on va donc prélever le foie et le conditionner dans la solution de préservation, le ramener dans le centre de transformation, et là, on va préparer ce greffon dans une table à côté de celle de la transformation. Et cette préparation consiste simplement à bien identifier les vaisseaux qu'on va suturer chez le receveur. Là, ici, c'était la veine calme, et ici, c'est la veine forte. Voilà. Pendant ce temps, ici, en l'occurrence, c'est un enfant, on prépare le receveur. La préparation du receveur à la graisse dure 2 heures à peu près. Et donc, on fait l'intervention. Et à la fin de l'intervention, voilà le principe, hein, 3 étapes. On prépare tous les vaisseaux qui vont vers le foie et ceux qui partent du foie. Ensuite, on enlève le foie. On est dans une phase d'anesthésie, il n'y a plus de foie du tout, et on met le nouveau foie en faisant les structures en haut, en bas, etc. Et on remet. C'est ce que vous voyez ici. Ce foie de cirrhose qu'on va enlever, voilà, il est parti, il n'y a plus de foie dans le ventre. Vous voyez les clans qui arrêtent la circulation pour éviter que ça saigne. On met le nouveau foie, qui est tout beau, et on va faire les structures, 24 inférieurs ici, 24 inférieurs du receveur, et ainsi de suite, vaisseau par vaisseau. À la fin de l'intervention, on a rétabli l'anatomie normale, et on a reperfusé le foie, qui est tout beau, qui fonctionne immédiatement après l'intervention. Et éventuellement, on va le drainer. Voilà. Chez l'enfant, en revanche, on peut, si c'est pas facile d'avoir des donneurs pour les enfants, si le rapport poids du donneur sur poids du receveur est inférieur à 2, on prend le foie entier. Si en revanche ce poids est compris entre 2 et 10, on va couper en partie le foie, et à ce moment-là, on va prendre soit la partie gauche, vous vous souvenez du lobe gauche, soit la partie droite, c'est le lobe droit, voilà, et on va, à ce moment-là, transplanter une de ces 2 parties. Le protocole de suivi, on ne va pas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va continuer de suivre ces malades avec des fréquences qui dépendent des équipes, mais en moyenne, on fait une imagerie tous les 3 mois la première année, puis tous les ans, ou si on pense que le risque est élevé, de récidive, à ce moment-là, on va faire une surveillance un peu plus rapprochée. Les résultats des règles de fin, comme vous le voyez, sont nettement meilleurs qu'avec les 2 autres techniques, puisque le pourcentage de récidive à 5 ans est inférieur à 25%, la survie de 70% à 5 ans, et lorsqu'il y a une récidive, en général, c'est après la première année, essentiellement des localisations extra-hépatiques, poumons, os, surrénal, érythroïde, cerveau, mais quand il y a une survie, il ne faut pas s'acharner. Et quand il y a une récidive, il ne faut pas s'acharner parce que la survie est extrêmement mauvaise dans ce cas-là. On peut éventuellement utiliser la chimiothérapie, mais ce sont des confrères, le professeur Nicolas, pour le docteur Combon, qui pourront en parler un peu plus. Mais en général, il ne faut pas s'acharner. Alors, le traitement palliatif des carcinomes hépatocellulaires. Le professeur Combon vous l'a dit tout à l'heure, malheureusement, en Afrique, c'est une situation que l'on connaît, on arrive souvent trop tard. Donc, on est souvent obligé d'utiliser un traitement palliatif. Alors, il y a plusieurs traitements palliatifs, on ne rentrera pas dans le détail, ce n'était pas le sujet. Il y en a, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va gagner quelques mois de survie, et pas plus. Voilà, en conclusion, le message majeur à retenir, pour le carcinome hépatocellulaire, il faut dépister et traiter précocement, sinon on va donner une chance de guérison au malade. Maintenant, ce que vous avez vu également, en fonction des zones géographiques, eh bien, on va adapter les recommandations. Et je n'irai pas plus loin pour ne pas influencer mes collègues, donc je vous laisserai réfléchir à ces recommandations en fonction des zones géographiques. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr. Yanga, pour votre brillante présentation. Le comité d'organisation vient de nous accorder 10 minutes de discussion à titre exceptionnel avant le départ de M. et Mme le ministre. S'il y a des questions, nous allons les prendre.
Merci, Monsieur le Président de la séance. Je voulais me joindre à vous pour remercier le docteur Yann pour son exposé présent ici. Je ne suis pas chirurgien, je suis méthabiologiste au groupe hospitalier Nord des soins d'enfance. Je voulais surtout revenir sur l'aspect très jeune des cancers du foie chez les jeunes africains. Cela tient à une simple explication, c'est que la transmission chez le jeune africain est très précoce et notamment elle se fait en période au cours de l'accouchement viol. Donc c'est ma période fétale. Or on sait que 80% des hépatites B chroniques chez nous sont liées à une transmission à cette période-là. Et donc moi ça me pousse à une réflexion sur la prévention, vous en avez parlé du cancer, sur la vaccination contre l'hépatite B. À commencer, est-ce qu'on prend l'attitude systématique de vacciner les enfants à la naissance, parce qu'on sait qu'une mère porteuse d'antigène HBS positif, si on vaccine l'enfant dans les 4 heures, on a quasiment 100% de chances d'éviter la transmission de l'hépatite B. Où on organise en ce moment-là des dépistages systématiques chez les femmes enceintes, que ce soit avant l'accouchement, quelques heures avant, de toute façon ça ne change pas, même si c'est fait avant, et seulement après, vacciner l'enfant. Parce que je pense que, c'est vrai, les techniques très élaborées qui me laissent pour soi, sont très efficaces pour traiter le carcinome hépatocellular. Mais quand on connaît l'origine de cette pathologie chez nous, et notamment qui balaye. Parce que les 3 causes majeures, qui sont l'alcool, l'hépatite C et l'hépatite B, chez nous on prendrait l'hépatite B, l'alcool, l'hépatite B. Aujourd'hui nous avons l'hépatite C et on sait très bien que cette action-là, même si on ne réduit pas à 0 le risque de cancer au stade de cirrhose, même quand ils sont éradiqués, on sait que l'on réduit considérablement. L'hépatite B, le problème est différent puisqu'on peut faire le cancer sans cirrhose. Cela veut dire qu'on rejoint le docteur Mukasa, c'est le dépistage systématique et surtout la vaccination. On a des pays comme la Taïwan qui a fait un grand programme de vaccination et qui a considérablement, presque quasi éradiqué l'hépatite C et donc a réduit l'incidence du cancer du foie. Surtout que chez nous, le problème de l'alcool est particulier, ça c'est un problème de santé publique pour lequel je laisse les autorités gérer. Donc, ce que nous pouvons faire chez nous, c'est surtout, une fois qu'on a dépisté, nous savons que sur 10 personnes qui vont contracter le virus de l'hépatite B, 8 sur 10 vont l'éradiquer spontanément. Par contre, ils vont garder une trace immunitaire, et cette trace immunitaire qui se traduit par des anticorps anti-LPC positifs reste quand même un problème pour le message que je voudrais faire passer à nos amis cancérologues, c'est que la chimiothérapie, quelle que soit la cause, que ce soit pour des problèmes rhumatologiques, etc., ou d'autres chimiothérapies, cette chimiothérapie peut entraîner la réactivation, et cette réactivation va entraîner très rapidement une cirrhose et voire le cancer. Et donc, dépister vos patients que vous traitez pour autre chose, dépister l'hépatite C avant la chimiothérapie reste un problème que vous devez absolument, enfin, quelque chose que vous devez absolument faire. Mais je vais profiter de la présence de nos autorités ministérielles, en particulier Madame la Ministre, pour dire qu'on peut baisser l'incidence du cancer du foie dans nos pays en faisant le dépistage systématique et surtout la vaccination contre l'hépatite C. Merci. Dernière intervention. Je voudrais juste faire un petit commentaire de la perception en face, et on aura le commentaire du orateur. En tout cas, merci beaucoup de la communication. J'ai remarqué quand je vois des frères qui sont ambassadeurs ailleurs et qui font la fierté de tout. Vraiment, c'est un peu positif. En fait, ici, chez moi en France, la région de Chine, tout à l'heure, l'Africain est en propagation. Parce que les 3 causes majeures, qui sont l'alcool, l'hépatite C et l'hépatite B, chez nous on prendrait l'hépatite B, l'alcool, l'hépatite C.
Aujourd'hui, nous avons l'hépatite C et on sait très bien que ces patients-là, même si on ne réduit pas à zéro le risque de cancer au stade de cirrhose, même quand ils sont éradiqués, on sait que le réduit considérablement. L'hépatite B, le problème est différent puisqu'on peut faire le cancer sans cirrhose. Cela veut dire que, je rejoins le docteur Mukasa, c'est le dépistage systématique et surtout la vaccination. On a des pays comme la Taïwan qui a fait un grand programme de vaccination et qui a considérablement, presque quasi éradiqué l'hépatite C et donc a réduit l'incidence du cancer du foie. Surtout que chez nous, le problème de l'alcool est particulier. Ça, c'est un problème de santé publique pour lequel je laisse les autorités gérer. Donc, ce que nous pouvons faire chez nous, c'est surtout, une fois qu'on a dépisté, nous savons que sur 10 personnes qui vont contracter le virus de l'hépatite B, 8 sur 10 vont l'éradiquer spontanément. Par contre, ils vont garder une trace immunitaire, et cette trace immunitaire qui se traduit par des anticorps anti-LPC positifs reste quand même un problème pour le message que je voudrais faire passer à nos amis cancérologues, fait que la chimiothérapie, quelle que soit la cause, que ce soit pour des problèmes rhumatologiques, etc., ou d'autres chimiosoliques, cette chimiothérapie peut entraîner la réactivation, et cette réactivation va entraîner très rapidement une cirrhose et voire le cancer. Et donc, dépister vos patients que vous traitez pour autre chose, dépister l'hépatite C avant la chimiothérapie reste un problème que vous devez absolument, enfin, quelque chose que vous devez absolument faire. Mais je vais profiter de la présence de nos autorités ministérielles, en particulier Madame la Ministre, pour dire qu'on peut baisser l'incidence du cancer du foie dans nos pays en faisant le dépistage systématique et surtout la vaccination contre l'hépatite C. Merci. Dernière intervention. Il va juste faire un petit commentaire de la RCC en face, et il y aura le commentaire du orateur. En tout cas, merci beaucoup de la communication. J'ai remarqué, quand je vois des frères qui sont ambassadeurs ailleurs et qui font la fierté des différents secteurs politiques. En fait, ici, chez moi en France, ça rejoint un chiffre tout à l'heure, l'Africain est en pourcentage. Donc, il même arrive au stade avancé de la maladie. J'ai une anecdote, je crois qu'un de mes jeunes a écrit chez un patient qui était au-delà de toute procédure thérapeutique, il sera fini. Et ce malade est étendu, je crois, plus de 12 mois. Je suis même très très étonné. Donc, on a un problème. Je voudrais féliciter Thierry. Ouais, je l'ai rencontré pour la première fois à Libreville et je ne me suis pas trompé. Il dit qu'il y a besoin de son pour cette campagne inaugurale. Je vois qu'il fait tout à place chez nous pour la vie. Je crois que nous avons des sièges de Guadeloupe. Il n'est pas normal qu'on passe à côté d'un talent aussi élogieux que le sien. Il faut que tu accompagnes ton pays. Je sais que tu es en train de revenir tout doucement. C'est difficile, c'est compliqué, on échange, on en parle, mais il faut que tu reviennes. Donc, il en fait l'effort de rentrer. Je suis resté pendant très longtemps en Belgique, quand je suis revenu au Congo, sinon plus tard, je voulais repartir. J'ai dit, mais si je repars, je prends un cadre dans la place que je ici. Et Dieu merci aujourd'hui, je fais partie des sociétés. J'ai dit, on a besoin de toi. Voilà, et puis pour rendre ce qu'a dit Kyriac, avant de passer la parole au professeur Mukasa, l'équipe du professeur Imara a mis en place une cellule scientifique qui traite les problèmes des l'hépatite B et l'hépatite C. Je crois qu'on aura dans quelques mois le programme national de lutte contre l'hépatite B et l'hépatite C. Et nous attendons notre monde à la naissance. Maintenant, il y a un problème, comme l'a dit Mukasa, sur les enfants dans les enfants porteuses du virus d'hépatite B, et effectivement, cela va vacciner les enfants toute la naissance. Je crois que c'est une des choses qu'on veut conduire. Nous avons les moyens pour le faire. Je dis là, je me permets de vous donner le micro. Non, pour présente, je voulais, sous la coordination bienveillante de Madame la Ministre, rassurer tout le monde sur son instruction, puisque ça a été dit que l'une des recommandations, depuis 2-3 mois, Madame, nous avons mis en place le programme national de lutte contre les cancers.
Programme national de lutte contre les hépatites, contre les hépatites de façon générale, et le document ici, le décret, est au secrétariat général du gouvernement. Je pense que, sans trahir la pensée de ma patronne, je pense que le gouvernement a agi, et il y a une réponse institutionnelle qui va se faire dans les semaines à venir. Voilà ce que oui, non. Moi, ma réflexion, ce serait, le problème que vous avez posé, c'est un vrai problème. Mais la proposition qu'a fait tout à l'heure le professeur Tondon, je pense qu'il faut sincèrement y réfléchir. C'est-à-dire quoi? Nous, notre objectif, c'est d'augmenter l'échange de guérison en malade. Plus on va mettre les compétences ensemble, plus on va apporter aux malades. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à travailler en équipe. Il faut que ce soit des réunions multidisciplinaires où il y a le radiologue, l'anatomopathologie, le cancérologue, le chirurgien, le gastroentérologue, le laboratoire, etc. Parce que le cas dont vous parlez, celui qui a la tumeur de moins de 5 cm, très peu vous avez dit. Mais lui, peut-être non. On a laissé passer la chance qu'il aurait pu avoir au faire. Soit on va le faire, après il faut le suivre. Donc il faut qu'on sache qui va le suivre, à quelle fréquence. Tout ça, ce sont des comités d'éthique qu'il faut établir. Et c'est en groupe qu'on définit ça. Voilà. Donc ça, c'est la réponse. Merci. Merci. Je vais donner la parole Mesdames et messieurs, nous venons donc assister à cette conférence. Nous allons donc demander à monsieur le ministre et à madame la ministre de faire le pas du départ. Monsieur le ministre. Ah, on me dit que madame la ministre veut réagir. Merci. Nous sommes malheureusement obligés de partir. Nous avons d'autres devoirs auxquels nous sommes astreints. Je ne suis pas de toute façon convaincu que notre présence ici serait d'un impact important au niveau de la qualité de vos échanges, de vos travaux. Je voudrais très sincèrement une fois de plus remercier les organisateurs de cette semaine scientifique et bien sûr, de façon particulière, ma chère collègue, la ministre de la Santé et de la Population. Je suis absolument confiant dans la qualité de nos intelligences nationales et africaines dans la plupart des domaines scientifiques. Et je crois qu'après une cinquantaine d'années d'indépendance, nous avons pu voir et faire émerger suffisamment d'expertise de compétences. Et qu'aujourd'hui, cette société intelligente, nous savons, doit se mobiliser et se mettre totalement au service du développement de nos pays. Donc j'appuie totalement l'espoir de voir M. Thierry Yanga venir nous rejoindre de quelque façon que ce soit. Je sais que c'est difficile, c'est compliqué, ce n'est pas facile comme décision, c'est très personnel, c'est très familial, mais de quelque façon que ce soit, les pouvoirs publics seront ouverts à examiner dans quelles conditions il pourra apporter tout le savoir qu'il a accumulé, pas seulement au Congo, mais comme l'a dit quelqu'un, à l'Afrique. Et je voudrais, à la suite de ce qu'il a dit, insister sur la pluridisciplinarité qui doit être le ferment de toutes nos démarches sur ces questions. Et ce n'est pas forcément là où nous sommes le plus brillants. Trop de batailles, d'écoles, de chapelles, trop d'ego, démesurés, inutilement, ont parfois été des freins très dommageables à ce que pourrait apporter la pluridisciplinarité dans la prise en charge des thématiques et notamment de celle de la santé. Ce n'est pas par hasard que vous m'avez vu insister sur la recherche. J'ai privilégié d'y avoir passé 4 ans comme ministre et d'être surpris de constater le nombre de cloisons dans lesquelles les différents experts spécialistes se sont enfermés chacun
pour constituer de véritables barrières étanches, hostiles à toute communication. Et ça, j'étais effaré. Et nous avons pu, en ces quelques années, tenter de mettre en place les bases d'une coopération obligatoire dans ces domaines, à travers ce que nous avons appris là-bas, les projets fédérateurs, le concert, pour nous prendre ce sujet, est un sujet éminemment transversal, est un sujet qui doit fédérer tellement de compétences et de sensibilités, y compris l'excellente société civile, encore une fois que j'ai dit hier, nous n'avons pas le droit de laisser une quelconque autre considération prendre le dessus sur la nécessité de créer des conditions pour que la mortalité, la morbidité due à la maladie rejoignent les scores que font d'autres pays grâce à des hommes qui n'ont absolument rien de plus que nous, qui ont fait les mêmes études, qui ont les mêmes compétences, dont les pouvoirs publics ont pu doter des équipements et des plateaux de qualité, et c'est la volonté que nous avons, qui nous ont suivi de faire de mettre en œuvre en tant que pouvoir public. Il faut qu'en même temps que cet effort est fait, les hommes africains se mettent chacun individuellement à la hauteur des enjeux, au détriment de tout le reste. Il y a un dernier message que je voulais passer dans celui-là. Merci beaucoup. Merci. Je ne voudrais pas partir sans remercier les intervenants de ce matin. Professeur, merci beaucoup pour la modération. Effectivement, on parle ici un peu le cœur serré. Sur le plan de vos échanges, on ne peut rien apporter, mais on apprend beaucoup. On apprend beaucoup avec vous ici. Et je voulais dire deux choses. La première, c'est sur les programmes nationaux. Je me souviens que quelqu'un m'a dit un jour, nous avons créé trop de programmes. Effectivement, nous sommes à peu près 17 programmes, à la date d'aujourd'hui, que nous avons créés au Congo. 17 programmes nationaux, y compris celui de la lutte contre le cancer, la lutte contre l'hépatite. Et nous avons insisté pour que ces programmes soient créés par décret présidentiel. C'est la précision que je voulais apporter, ce qui n'est pas toujours le cas, par décret présidentiel. Ça nous prend un peu de temps, mais nous comprenons et vous comprendrez tous que cela donne un autre poids à ces programmes en matière de mobilisation de ressources, surtout. Donc, pour les programmes, je tenais à vous rassurer, comme l'a dit le directeur du cabinet, nous sommes en bonne voie et nous pensons que dans les jours, pas dans les mois, mais dans les jours à venir, nous serons au bout de ce chemin. Mais au-delà, il ne s'agit pas de créer des programmes, il faut des animateurs qui sont acquis à la cause, des animateurs qui sont prêts à se battre et à travailler auprès des exécutifs pour que ces programmes puissent jouer leur rôle en matière de formation, on l'a dit, mais aussi en matière de mobilisation de ressources, en matière de sensibilisation. Donc, je compte sur tout le monde, y compris ceux de la diaspora que nous encourageons à rentrer. Vous savez que depuis que nous sommes à la tête du ministère, nous l'avons fait. Le docteur Thierry Hamza lui-même connaît les efforts que nous faisons pour l'encourager à rentrer. Mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres que nous encourageons également. Les résistances ne sont pas toujours là où on le croit. Ce n'est pas au niveau de l'exécutif, ce n'est quand même pas au niveau institutionnel. Les résistances sont parfois ailleurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur, on a mentionné quelques-unes. Donc ce n'est pas seulement le travail du ministre et des ministres, mais c'est le travail de tout un chacun d'encourager toutes nos expertises, toutes les expériences qui sont à l'étranger, de rentrer et travailler pour le Congo et pour l'Afrique. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier la ministre de la Santé de la Population pour son engagement dans la lutte contre les cancers. Si cette réunion se tient aujourd'hui ici à Brazzaville, c'est parce que vous avez pris l'engagement, Madame la ministre, en France, à côté de Madame le Chef d'État,
pour que cette réunion se tienne chez nous. Je voudrais vous remercier pour cela et je voudrais demander à la Chambre de vous applaudir. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, vous avez dit des choses extrêmement importantes. Je retiens pluridisciplinarisme, je retiens partage, je retiens humanisme et je retiens exigence. Plus aucun conservateur au monde ne peut travailler seul. C'est même une faute. Travailler seul vous amène à condamner le mal. Il est préférable d'échouer ensemble, de gagner ensemble, que d'échouer seul alors qu'on aurait pu gagner ensemble. Donc là, je m'adresse à la communauté des conservateurs qui sont dans la salle. Travailler seul ne revient à faire des charlatanisme. Il faut arrêter avec ça. Ne pas partager l'information est une faute. Parce que plus on la partage, mieux on la discute, mieux on la valorise. Vous voyez, quand vous ne la partagez pas, et quand c'est la parole aux yeux de tout le monde, il est trop tard. Les fautes ont été commises. Je voudrais demander aux uns aux autres qui sont dans le domaine de la biologie, notamment les biopathologistes comme on les appelle. Vous allez vous tromper tous les jours. Mais ce n'est pas une faute de se tromper tous les jours. Quand vous avez un doute, appelez votre collègue, appelez votre confrère. Échangez les blocs, échangez les lames, parce que ces objets appartiennent aux malades. Ça ne vous appartient pas. Ne pas le faire est une faute. Il va me relever d'une poursuite judiciaire. Donc, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, madame la ministre de la Santé, je voulais vous remercier pour nous avoir accompagnés. Vous avez dit des choses extrêmement fortes ce matin. Je vois que nous avons tous compris cela. Et à cet instant, je voudrais vous accompagner et dire que nous allons nous lever pour permettre à nos ministres de se retirer. Je vous remercie. Donc alisaki liboso kanse ezalaki maladi ya bato baza na bongo mingi bakoloba ndenge wana apres nsima na yango tolobaki eza maladi ya bato ya mindele ya poto kuna na nsima ye tokanisaki ezalaki maladi oyo ya bato oyo bakomi mwa mibange lelo tokomi komona kizali maladi kozwa nyonso ata elenge mwana exemple eza na pesi oyo ya tosalikama elenge mwana mwasi na mpola zomi na mitano nde cancer elongoli ye na biso mpola zomi na mitano akomaki buku mwana moke akomaki okoma buku ya mibale lelo nakanisi moto nyonso esengeli ayeba cancer ezali nini mpo balobaka cancer kasi ezali bacancer ebele ezali kobunda bapo te koyeba maladi wana esopama na mboka nyonso moto ayeba ezali komona po te tokoka koyeba soki moto azwi maladi nokinoki soki toyebi yango nokinoki bamédecin banganga mayele baza na mayele na bango bakoki kosunga moto wana kasi mingi bato balukaka nani basolution epai mingi bakendeke pa banganga bakende koluka bakomela biloko kilikili bakomela bakolia banzete banini makasa apres baluki ndoki bon na nsima ngai na l'hôpital dans les commis déjà trop tard maladi ekomi sika po basunga ekweka mais tozali mpe kokunda po te kokana biso na programme mama ministre azali kosala nyonso po tozala na programme mpe toza ya tikitiki mpona mbokola concert wana nakanisi kosalema koleko ya po te na kati na programme wana moto nyonso bakalaka nyonso banganga ya mayele nyonso po baza na kati ya mokolo wana basangana basala elongo bazala sika moko soki tozali ndenge wana na mboka na biso okoki mpe kozwa mwa lisungi na mboka mosusu kaka na poto te eza na afrika awa pembeni moto na moto aza na ye expérience obalingi mpe kokonda po te liwa oyo eutaka na mokono ya cancer ekitama moke po tozali ezali ministre suri yango ministre nene yingi etu na Congo
inki vitendo kusala hivi vitendo kusimba kila sana na inki ametesa vitu vile kusala na maneno ya vimekuwa mpange vitu hivi mingi kabisa ilianza sana kwa mingi na kwa kama na Fransa na sadaka mingi kama na kwa Canada kwa mingi nous allons observer tout le monde pour les pays n'a pas la idée na mayele je vais travailler mais vous savez l'information mingi na de la bata ça c'est le temps scientifique comme la niveau moto ina yani kumisa wabantu kuna na kutu yani na mambo kila sasa awa yabana yandi yabana wale kaka sasa kama kutoka na mambo ya malaji ya kute kama ile kitu kwa technique yemi zabana tete mingi be mais mutala ni mtindo na kwa bwana na pale mtu mimi ndio mwana pesa bwana ba vitabu kitoko ya equipement ya malumalu vitu kwema na nyosina tiens pesa maboko inaga pesa maboko sababu na kumaliza kutala baba kwa mingi naomba kusema kitu sana sasa kama vile donc il y a des mingi kutala msimu na kumolepe ndio ndio kwa na mayele ina ndio bana wala ya Monsieur le ministre, depuis hier, vous semblez découvrir un monde qui vous était assez particulier, mais maintenant qui semble s'élargir. Quelles sont vos impressions? D'abord, depuis quelque temps, j'ai des responsabilités qui me rapprochent de ces sujets, mais en même temps, qui me place à la tête de la coordination et donc pas forcément de la spécialisation. 4 ans à la recherche médicale était forcément un des sujets. Nous avons réussi à rendre opérationnel l'institut de recherche en sciences de la santé, donc la recherche médicale. Et ça, je crois que c'est une avancée importante. Ça veut dire que depuis une cinquantaine d'années, nous n'avions pas ici un organisme chargé de coordonner l'ensemble de la recherche médicale. C'est très grave. Elle se faisait dans un certain nombre d'entités, d'administrations, de ministères, mais il n'y avait pas une coordination nationale et l'objectif de cet institut était clairement de créer les conditions de la mise en place d'un système national de la recherche médicale. Et donc, forcément, dans ce cas-là, on n'a pas le temps de se pencher de façon particulière sur des sujets précis, comme par exemple celui du cancer. Aujourd'hui, en enseignement général, le champ est au moins aussi large, puisque nous abordons toutes les questions liées à la promotion des cadres, mais de nouveau, la santé occupe une place de choix. Nous avons une association de la santé qui forme de médecins de qualité, respectés partout. C'est une fierté pour nous, dans notre système national d'enseignement supérieur. Mais là aussi, forcément, ça contient une variété de sujets, de thématiques. Et donc aujourd'hui, la semaine scientifique consacrée au cancer est une occasion de se pencher un peu plus que d'habitude, de passer un peu plus de temps sur le sujet. C'est un vrai sujet. C'est une maladie un peu emblématique, un peu mystérieuse. On n'a pas encore totalement dénoué tous les fils de la compréhension des causes, de la transmission, des causes qui conduisent à ce qu'on soit atteint. Je crois qu'il y a une connaissance qui progresse énormément, qui progresse de plus en plus. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'est pas encore totalement au bout de toute la maîtrise de toutes les causes qui sont liées à l'apparition des cancers. Il est clair qu'on n'a pas terminé également de cerner toutes les questions thérapeutiques liées au cancer. Il est clair que pour l'instant, nous n'avons par exemple pas des solutions préventives, pratiques comme par exemple un cancer et comme un vaccin. Donc il y a encore du travail, mais pendant qu'il y a du travail, il y a des malades avec un taux de mortalité qui est trop important notamment pour les enfants ici en Afrique, et une information qui est très clairement insuffisante, une sensibilisation qui n'est pas non plus à la hauteur.
de la problématique. Les pouvoirs publics, bien sûr, essaient de faire ce qu'ils peuvent. On a entendu le ministre de dire qu'il est en train de mettre en place un programme national de lutte contre les frontières, mais il faut plus que ça. Il faut des équipements, il faut des ressources humaines de qualité, il faut un dispositif d'appui, d'accompagnement, pas seulement à Brazzaville, pas seulement à Pointe-Noire, mais sur l'ensemble du territoire. Et donc, le travail est encore assez important, c'est bien. Que de temps en temps, nous puissions faire un focus comme ça, pendant une semaine, c'est beaucoup, sur une maladie. On espère qu'il sortira de là des mesures concrètes, des engagements forts de tous les acteurs. Et ce n'est pas seulement les pouvoirs publics, c'est d'abord de tous les acteurs scientifiques, les médecins, les chercheurs, les enseignants. Et si ce mouvement de prise de conscience de la nécessité de coaliser tous les efforts peut être un des résultats de cette semaine, eh bien, ça sera déjà beaucoup. Et moi, j'ai confiance. J'ai entendu des présentations excellentes et donc j'ai confiance qu'il y a une sorte de prise de conscience sur ça. Et tant mieux, sinon on sera là pour les accompagner. Et donc, dans cet accompagnement, nous supposons que vous sortez d'ici avec notamment des suggestions que vous puissiez en fait apporter au gouvernement afin que, en termes de ministre de l'Éducation supérieure, est-ce qu'on peut avoir une petite idée qui se cache en vous? Bon, les idées, elles ne sont pas achevées, puisqu'il va falloir travailler. Nous allons participer forcément activement au programme national de lutte contre le cancer. Il y aura forcément un volet formation important, parce qu'il faut des médecins, il faut des thérapeutes, il faut des techniciens, il faut des auxiliaires, notamment pour ce qui concerne l'accompagnement, ce qui concerne le soutien. C'est très important pour une maladie comme celle-là. De façon plus précise en ce qui nous concerne, au-delà de la participation au programme national, il est clair que nous allons regarder de quelle manière peut-être créer au niveau de l'université Marianne Bobby des conditions d'une spécialité concernant le cancer, de façon à ce que nous puissions participer à l'émergence d'une masse critique de thérapeutes spécialisés dans ce domaine. Mais sans doute, il faudra aussi qu'on regarde de quelle manière former les autres types de compétences, pas seulement les médecins, nécessaires à la prise en charge de la maladie. Nous allons encourager les jeunes doctorants à s'engager dans cette voie. Mais il faudra aussi sans doute que nous participions à la mise en place de partenariats avec d'autres facultés, avec d'autres pays, au sein des ensembles auxquels nous appartenons, le CAMES, mais aussi l'OMS et d'autres, l'OIF, la francophonie, de façon à ce que nous puissions bénéficier de tout ce qui peut aider à prendre en charge cette maladie de façon sérieuse. Donc voilà, quelques pistes qu'on peut indiquer, mais on va continuer à y travailler, bien sûr.